36 chandelles, le nouveau podcast que je lance avec GMF et qui est dédié à la prévention dans le rugby. 36 chandelles, c'est l'occasion de donner la parole à celles et ceux qui sont, directement ou non, acteurs d'un rugby meilleur. 36 chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Ce week-end, c'est l'équipe de France qui a fait croustiller l'Angleterre avec sa victoire 24-17 au Stade de France pour son entrée dans le tournoi destination. Au-delà du fait qu'elles font bien plaisir, ces jeunes personnes en maillot bleu, c'est la défense française qui a impressionné. On va donc se pencher sur son cas et celui de son maître à rush défensé, Shaun Edwards. On s'arrêtera aussi sur la cohésion de ce groupe avec ce qui ressemble à un retour du « on est une bande de copains ». On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot. Salut Alex. Bonjour. Arnaud Requena. Salut Arnaud. Coucou. Et Romain Bergogne. Salut Romain. Salut. Vous savez tout, alors c'est parti. Flexion liée jeu. Alors si Fabien Galtier était un adjoint comme les autres, il n'est pas un sélectionneur comme les autres, parce qu'il gagne. On ne savait pas trop à quoi s'attendre avec toute cette jeunesse mise aux manettes par le nouveau sélectionneur, traumatisé qu'on était par une décennie de dépression. Et ben on a été vite fixé. 6e minute, boum, essai. 20e minute, reboum, re-essai. Mais ce qui a marqué surtout, c'est la défense des Bleus, intraitable. Parfaitement intraitable, enfin presque parfaitement intraitable. Son chef, c'est Shaun Edwards, un Anglais qui a fait les beaux jours des Gallois et qui a inventé la fameuse rush défense, que notre docteur et sciences du jeu, Alex, va nous expliquer en quelques mots. Alex, la rush défense, comment ça marche ? Vous avez des images, vous avez des... J'ai ton talent, Alex. Comment ça marche ? L'idée, elle est assez simple, c'est de monter très vite. Grosso modo, il y a deux types de défense possibles. Soit on monte très vite, soit on contrôle, c'est-à-dire qu'on monte doucement et on essaie de gérer les sous-nombres. Et en fait, dans la rush défense, il y a pas on ne réfléchit pas à ça. On monte, on gagne du terrain le plus vite possible. Les joueurs qui sont à l'extérieur ferment l'espace encore plus vite que ceux qui sont à l'intérieur. Et l'objectif, c'est d'aller chercher l'adversaire dans son camp, de l'impacter fort quand on plaque, et si possible de le plaquer à deux. Ça, c'est un autre aspect de la rush défense. Et voilà, grosso modo, pour résumer. Et on voit que ça c'est très intéressant. Donc, c'est Shaun Edwards qui a créé ça avec les Wasps dans les années 2000. Et puis, il a installé ça au Pays de Galles de 2008 à 2019. Ça a vraiment fonctionné puisque le Pays de Galles a gagné des titres, des grands chelems. Et aujourd'hui, en fait, quasiment tout le monde s'est mis à ça. L'Afrique du Sud a utilisé ce procédé-là pour être championne du monde lors de la dernière Coupe du Monde. Et la France avait commencé à mettre en place ça pendant la Coupe du Monde sous l'impulsion de Fabien Galtier, qui lui-même avait copié en fait le système de Shaun Edwards. Et aujourd'hui, Shaun Edwards, il est côté français et on voit qu'il a apporté des petits bouts supplémentaires dans la défense française, puisqu'elle a été plus performante, je pense, qu'elle ne l'avait été lors de la Coupe du Monde. Il parle bien, le chef. C'est pour ça qu'il est chef. Et encore, vous ne le voyez pas avec ses petits doigts qui miment les joueurs, là. Je me faisais mes images à moi-même. Elle t'a impressionné, toi, Arnaud, cette défense ? Elle m'a impressionné, on ne sait pas qu'elle m'a impressionné, c'est surtout qu'elle a tenu... elle n'a pas tenu, puisqu'elle a pris 2 essais, mais elle a tenu de bout en bout, si on peut dire. Après, Fabien Galtier lui-même disait qu'il trouvait qu'à la Coupe du Monde, il montait plus vite que ça. Alors, je ne sais pas s'il a un bon chronomètre ou pas, c'est lui qui le dit. Et que Shaun Edwards a amené quelques améliorations et surtout quelques exercices où il leur fait répéter sans arrêt. Et Raphaël Ibanez, qui connaît bien Shaun Edwards pour l'avoir eu, c'est son mentor, quoi. Il l'a eu comme entraîneur au Wasp. Il disait pour lui, il n'y a qu'un truc qui compte, c'est le match du week-end. Il n'y a que ça qui compte. Donc il est comme un dingue avec ça. Et là, hier, il dit, avant le match, mais il dit, même avant le match, c'était un autre. C'était une autre personne. Romain peut en témoigner. Pendant le match aussi, ouais. Ouais, mais Pendant le match, avant le match, il est content d'être au stade et il ne vit que pour ça, pour le match du week-end. Ouais, Et il leur fait répéter des petits. Alors après, ce sera pas la même défense chaque fois. Enfin, face aux terribles Italiens, je suppose que ça sera pas tout à fait la même défense. Mais là, hier, par exemple, il leur disait il faut plaquer les Anglais aux chevilles, comme on faisait il y a 40 ans à l'école de rugby. Pour non seulement pas les faire tomber, mais pour que le deuxième qui vient en haut se cogne pas avec son copain et puis qu'il puisse. Alors ça a l'air tout bête, tout con même.
Mais quand c'est bien fait, ça vous évite des collisions entre vous. C'est Aldrit qui disait hier qu'il avait des thèmes dans la semaine et qu'il les répétait à peu près 100 fois par jour. Ouais. Donc il nous parlait des rucks hier en disant je veux pas un ruck facile. Et il nous dit pas de ruck facile, pas de ruck facile, pas de ruck facile. Et il dit c'est une centaine de fois dans la journée. Donc on imagine que c'est pareil pour la défense. Mais ça veut dire quoi, pas de ruck facile? Ça veut dire que dans le système défensif, voilà, dans les rucks, il fallait pourrir les rucks des Anglais. Ça veut dire qu'on jouait tous les rucks. Et donc il dit, il a une devise et il te la répète 100 fois par jour, toute la semaine à l'entraînement. Donc on imagine que c'est pareil pour la défense. Et c'est vrai qu'on voit que les mecs sont déjà rodés. Là, j'étais en train de remonter la première mi-temps où le système était super efficace. Et on voit que les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Particulièrement Ficou et Vakatawa, qui sont les premiers concernés, parce que c'est eux qui sont amenés à monter très rapidement sur les extérieurs pour les bloquer. Et dès que le ballon est dans le ruck, ils sont positionnés limite en position de sprinter. Le ballon sort et ils montent très très vite, quoi. Et on voit qu'ils ont déjà ça. C'est calé dans les automatismes, quoi. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant avec l'arrivée de Sean Edwards, c'est qu'en fait, le système en lui n'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'équipe de France l'utilisait déjà et d'autres équipes l'utilisent depuis maintenant plusieurs années. Par contre, si le travail de Sean Edwards est reconnu, y compris par les Anglais qui, après le match, disaient qu'ils avaient reconnu la patte de Sean Edwards, s'il est reconnu, c'est que lui, il amène un truc supplémentaire parce que je pense qu'il rentre dans la tête des joueurs dans la semaine. Et il a un type de séance, mais aussi un type de préparation psychologique qui fait que les joueurs sur le terrain sont mobilisés à l'extrême. Romain, il l'avait à côté de lui pendant le match hier, puisque maintenant le staff de l'équipe de France a une nouvelle place en tribune, juste à côté de la tribune de presse. Et il l'a entendu tout le match, notamment sur les phases défensives, haranguer de loin. Quand la France défend, il hurle. Bon, pour l'instant, c'est en anglais parce qu'il ne parle pas encore français, mais il hurle en disant aux joueurs ce qu'ils doivent faire, alors que les joueurs l'entendent pas du tout parce qu'il est, il est beaucoup plus haut dans le stade, mais il commente ça à côté, il se lève, Fabien Galtier derrière lui, donc il se levait pour recommenter l'action une fois qu'elle était finie. Il interpelle l'arbitre parce qu'il estime qu'il y a une faute ou un hors-jeu. Enfin, il vit ça de façon... Et ça, je pense, ça raconte finalement comment ça doit se passer la semaine avec les joueurs. Comment il doit justement leur rentrer dans la tête et leur donner des consignes et des leitmotivs. Et quand il dit pas un ruck facile, quand on voit la prestation de Aldrit hier, non seulement en défense dans les plaquages, il a été très fort, mais le nombre de rucks où il a intervenu défensivement, le nombre de rucks qu'il a ralenti, il en a gratté un important, c'est colossal. Et c'est presque pour lui... Moi, en tout cas, j'avais pas le souvenir de l'avoir vu autant impliqué dans cette phase de jeu-là. Et je pense que c'est un effet Sean Edwards qui est vraiment sa patte en quelque sorte. Tu l'avais vu ça à Nice, Arnaud Ah oui, il faisait que ça. Enfin, il faisait que ça. C'était des entraînements, comment on appelle, en situation, en balle réelle, quoi. Donc, il faisait pas que défendre, hein, mais on voyait, oui, Sean Edwards, il y avait des... C'était... Quand il dirige, il n'est pas très véhément. Je pense que c'est plus quand on ne le voit pas, quoi. Quand ils ont des réunions, des vidéos, des choses comme ça. Là, il fait comme un entraîneur, mais il ne crie pas plus que Galtier ou pas moins. Et puis, après, c'est lié. On les voyait les deux. Tiens, je fais comme mon chef adoré, je déplace mes mains. Fabien Galtier expliquait, il dit, mais quand moi j'entraîne l'attaque, avec Laurent Labitte, il dit, il y a toujours Sean avec nous. Et quand lui, il entraîne la défense, il y a toujours l'attaque. Sinon, ça n'a aucun sens. On ne défend pas contre rien et on n'attaque pas contre rien. Donc, il dit, on se déplace en même temps et ils font les exercices de conserve, quoi. Après, ce que racontaient, moi, je me rappelle, les Gallois pendant la Coupe du Monde, parce qu'on leur posait pas mal de questions aux Gallois sur Edwards, parce qu'on savait qu'il allait venir en équipe de France. Et c'est pas qu'il y avait une peur, mais ils savaient très bien qu'il allait tout voir pendant le match. Et que tu ratais un plaquage, tu ratais quelque chose, enfin, un geste défensif, il peut te l'analyser dès le lundi matin et monter un peu dans les tours, quoi. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu intimidant. Et voilà, c'était Gareth Davis qui racontait, parce que Gareth Davis fait partie de ces joueurs qui, sous Edwards avec le Pays de Galles, monte très vite. Bon, il le fait toujours d'ailleurs, mais pour intercepter des ballons ou défendre très haut. Et il disait, s'il y avait une fois où je l'avais pas fait, où j'aurais dû le faire mais pas le faire, enfin bref, ça durait 20 minutes le lundi matin. On reprenait tout en vidéo, tout ça, et puis il le faisait avec son ton un peu... Enfin, il montait dans les tours, quoi. Donc il disait, les joueurs, ils se disaient limite, j'ai raté un plaquage, je vais avoir Sean sur le dos lundi matin, quoi. Donc, Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que la presse britannique, avant l'arrivée de Sean Edwards en France, elle s'interrogeait sur comment les joueurs français pas habitués dans le
dans le cliché, on dit que les joueurs français, ils aiment pas trop qu'on les secoue, quoi. Mais pas habitués donc à ça, à aller réagir au caractère de Shawn Edwards, et comment Shawn Edwards, lui, allait pouvoir, dans une langue qui n'est pas la sienne, vraiment transmettre toute sa passion. Donc pour l'instant, on voit que ça a l'air d'à peu près marcher, mais je pense que ce qui est intéressant avec Edwards aussi, c'est au-delà de l'autorité, c'est que c'est un mec très humain. Et hier, j'ai vu en sortant du terrain, à la fin du match, il y a Gaël Fickou, juste avant de rentrer dans le tunnel des vestiaires, il a marché 20-30 mètres avec Shawn Edwards. Il avait accroché par le cou et ils se parlaient et ils rigolaient. Et Fickou, qui est capitaine de la défense, on voit que Edwards est une autorité, mais pas seulement. Il arrive à créer un lien humain. Je pense qu'il a un côté charmant charmeur et plutôt bienveillant et dans l'empathie avec les joueurs. Je pense qu'il arrive à créer quelque chose de fort qui aussi, pareil, crée un lien de confiance qui rend les joueurs meilleurs aussi. Vous avez pu lui parler à Shawn Edwards, Arnaud, en stage ou... En anglais ? Non. Si, il est passé à une conférence de presse. Oui, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Mais disons qu'il n'est pas très à l'aise là, parce qu'il parle vraiment pas bien français pour l'instant. Et en anglais, quand il est passé en conférence de presse, il était avec William Servat et comment il s'appelle, Karim Ghezal, 3 à une table. C'était pas pratique pour lui, quoi, pour expliquer. D'abord parce qu'on parlait plus facilement en français. C'était pas. Mais pour raconter à Montgesti, le premier rendez-vous du nouveau staff, le jour où Edwards a été présenté, à ce moment-là, il était encore sous contrat avec la Fédé galloise, mais il avait reçu l'autorisation de venir à Montgesti. Et il a enfilé une veste de survêt de l'équipe de France, et puis c'est la première fois qu'il a parlé. Et les questions lui étaient adressées en anglais, si je me souviens bien, et lui a fait l'effort pour répondre en français, parce qu'il avait pris des cours de lui-même de français, des trucs de répétition pendant la Coupe du Monde. Et il avait une petite feuille blanche où il avait noté quelques phrases fortes, quelques trucs qu'il voulait dire. Il arrivait à faire des phrases à peu près construites. Après, ça allait pas extrêmement loin, mais il y avait déjà plus de plaquage à deux, plus de vitesse de montée, plus de... Galtier m'a copié. Il y avait aussi c'est ça, Galtier m'a copié, c'est là qu'il l'a dit, avec un petit sourire. Mais justement, dans ce sourire, on sentait ce côté humain qu'il y a en lui aussi. Ça a l'air d'être un personnage marquant, et ça a été un joueur marquant aussi, parce que ce qu'on sait peu, ça a été un grand joueur de rugby à 13 en Angleterre, et grand compétiteur, et déjà à l'époque. Et en fait, ça c'est une de ses caractéristiques fortes aussi, je pense. Les Anglais, ils se demandent encore comment la fédération anglaise n'a pas pu mettre un gros chèque sur la table pour le prendre dans le staff maintenant, quoi, parce que c'était vraiment c'est pas le technicien à la mode, mais c'était le mec qu'il fallait dans ce secteur-là. C'est la référence, quoi, pour l'instant au niveau mondial. Donc les Anglais se demandent encore ce matin comment il a pu finir chez ces vilains Français. Parce qu'il est anglais lui-même. Parce qu'il est anglais lui-même, oui. Il y a eu 2 joueurs emblématiques un peu de cette défense, on peut dire. Le Roux, c'est 22 plaquages, Fickou, c'est 19 plaquages, 188 plaquages en tout. Alex, tu me disais 203, selon les nouveaux comptes. Donc 203 plaquages, c'est beaucoup. C'est le plus haut total de cette journée du tournoi. Et oui, c'est beaucoup, 200 plaquages. Après, ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a pas eu la possession et que je crois qu'on doit être à 30-35% de possession. Donc il a fallu beaucoup défendre et on a vu... En fait, ce qu'on a vu aussi, c'est des joueurs qui sont allés chercher ces plaquages, quoi, qui sont allés chercher du travail défensif. Ils sont montés fort, ils sont venus se coller à un partenaire en défense quand ils voyaient qu'un joueur allait percuter. Le joueur extérieur, il se rapprochait pour faire le plaquage à 2. Et effectivement, dans ce système-là, on a vu quelques joueurs ressortir fortement. Le Roux avec un volume de plaquage énorme, mais aussi un impact au plaquage dingue et une constance pendant 80 minutes vraiment folle. Fickou au milieu du terrain, qui a été beaucoup visé et qui a aussi souvent soutenu Tamac, qui était visé lui-même, avec des plaquages renversants, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Historiquement, Gaël Fickou, c'est pas forcément ce type de défenseur-là, assez rude à l'impact. Et il y a Aldrit aussi, beaucoup de plaquages, mais surtout un investissement dingue dans les rucks. Et, la troisième ligne, de façon générale, ils ont été assez énormes défensivement et dans les rucks, ouais. Mais quand on revoit, ce matin, Romain regardait des images et on voit aussi la part de risque immense que comporte cette défense, et les espaces qu'elle peut laisser, notamment sur l'extérieur. Il y a un moment,
Vincent Rattez, à 5 mètres de la ligne française, il défend, il laisse 50 mètres près du ruck qui est au milieu du terrain, et il laisse 50 mètres à gauche. Il y a le seul Boutier dans ces 50 mètres. Et on voit Farrell qui appelle la balle en profondeur en disant mais donnez-la moi, et je tape au pied. Et, voilà. Et peut-être que les Anglais aussi stratégiquement sont un peu. Le truc, c'est que le pressing, comme la défense monte, ça réduit le temps de décision, ça réduit le temps pour observer, et du coup, voir faire le bon choix, c'est plus compliqué. Et ça va être intéressant aussi de voir comment les équipes qui vont affronter l'équipe de France maintenant vont réagir, parce qu'elles auront vu cette défense-là, elles sauront comment défendre les Français maintenant et quel trou ils laissent éventuellement. Donc peut-être que... Sur le deuxième essai anglais, il y a une erreur dans cette défense-là qui fait que Johnny May a la balle sur les extérieurs. Bon, après c'est Johnny May, donc il est rapide. Il a de l'espace et il avance. Après, il y a des air plaquages. Oui, après oui. Mais enfin, je veux dire, la situation fait que Johnny May, à partir du moment où ils ont passé Fickou, Vakatawa et Rattez, il a un boulevard devant lui, bon, pas très large, mais un boulevard, et il va laisser au bout parce qu'on a trouvé le danger sur les extérieurs. C'est un peu le risque de cette défense-là, c'est que si les extérieurs sont atteints par l'adversaire, là, ça peut créer du danger parce qu'il y a des espaces. Et c'est vrai qu'on voit en plus souvent les défenseurs faire une course vers l'intérieur, enfin vers le ballon. Et les Anglais, bizarrement, hier, se sont pas trop adaptés, j'ai trouvé, stratégiquement à ça, en prenant pas, par exemple, plus de profondeur, ou on les a pas vus faire trop de diagonales vers leurs ailiers, alors que c'était quelque chose qui nous avait fait très mal. C'est très étonnant quand on l'observe, mais je me rappelle la finale de la Coupe du Monde en direct au stade, c'était hallucinant, les montées défensives des Springboks et les espaces qu'ils laissaient volontairement, notamment les ailiers qui venaient couper au milieu du terrain, et en fait les Anglais n'ont pas réussi à se dépatouiller de ça, mais pas les Anglais, toutes les équipes qui ont joué contre les Springboks pendant cette Coupe du Monde ont été pris de la même manière, et la défense des Wasps et des Gallois et de Sean Edwards, en fait, elle contraint quasiment toutes les équipes depuis des années, donc ça veut dire que malgré les trous que ça peut laisser, malgré les risques, en fait c'est une défense très dure à appréhender parce qu'elle laisse pas de temps, qu'elle étouffe. Mais c'est pas du kit tout double. Non, parce qu'il y a une organisation derrière de compensation. Tu jettes pas la pièce quand tu montes. Non, parce qu'il y a toute une organisation, voilà. c'est sûr. Après, s'il y en a un qui s'oublie, effectivement, là, ça fait des... S'il y a un joueur en retard dans sa montée ou qui a le mauvais timing, comme c'était le cas de Rattez sur le premier essai de Johnny May, alors là, oui, si tout le monde ne ferme pas en même temps, en fait, et qu'il y a un joueur qui reste un peu en retrait, là, il y a gros danger. Mais c'est des habitudes à prendre, parce que je pense il y a des équipes en France qui le font un peu. D'ailleurs, le Stade Toulousain s'est mis à ça après la Coupe du Monde. Quand les internationaux toulousains sont rentrés en club, ils ont dit ce système marche, il faut qu'on s'y mette. Donc, ils ont fait ça de manière un peu, excessive. C'est-à-dire que c'est des montées très rapides. Mais donc, en fait, je veux dire qu'en club, il y a peu de mecs qui sont habitués à ce système aussi excessif, avec ces montées aussi fortes. Là, c'est vraiment... voilà, il n'y a pas d'hésitation dans les montées. Et du coup, pour les joueurs, ça demande un temps d'adaptation quand même. Et je pense qu'à la 70e d'un minute d'un match... Après, on a aussi Fickou et Vakatawa qui sont adaptés à ce système-là, en étant rapides et puissants à la fois. Voilà, ils peuvent monter très vite et faire mal au plaquage. Et pour ces deux joueurs-là, en tout cas, c'est un système qui est bien adapté. Après, si on a une paire de centres un peu plus légère, entre guillemets... ça reste à voir, mais là, avec ces deux joueurs-là, même Vakatawa, qui n'était pas réputé à ses débuts pour être un gros défenseur, là, c'est un système dans lequel ils se font parfaitement, parce qu'il fait parler d'abord sa vitesse, et après, il met un tampon, il défend bien, donc il y a pas de... C'est un système qui n'est pas fait pour lui, entre guillemets, mais en tout cas, qui lui va bien, défensivement. Mais ça a tenu aussi grâce à la grosse prépa physique, non, que vous avez fait, hein. Oui, parce que c'est un système qui est extrêmement énergétique. C'est-à-dire que ça demande à ce qu'en permanence, sur chaque ballon écarté, toute la ligne monte en mettant de la vitesse. Et si jamais le ballon, si jamais il n'y a qu'une seule passe, ou si jamais il y a un coup de pied, il faut repartir en arrière, reculer. Et ça demande aussi un gros replacement des joueurs qui sont à l'intérieur du ballon, parce que pour que cette ligne soit constituée et puisse vraiment monter en fermant les extérieurs, il faut qu'elle soit bien étirée sur toute la largeur, qu'il y ait un nombre suffisant de joueurs. Donc ça demande aussi beaucoup de replacement des joueurs à l'intérieur. Mais il y a un autre truc, et là on vient à ce que je te fais ta transition comme toutes les semaines, c'est que je pense qu'en fait une défense comme ça crée aussi une forme de cohésion, parce que ça crée un objectif. On dit souvent que les équipes, effectivement, elles se retrouvent autour de la défense pour créer une espèce d'âme, on va dire. Mais je pense qu'en ce système-là, avec les efforts qu'il demande, avec la cohérence qu'il demande, avec l'énergie qu'il demande, crée encore plus ce lien, et crée un objectif, en fait, collectif. Et donc une forme de cohésion.
Tu l'as senti ça, Arnaud, ce retour d'une cohésion dans l'équipe? Plusieurs joueurs l'ont dit, que par exemple, c'est Willem C, je crois, qui a dit les joueurs veulent vraiment jouer les uns pour les autres. Tu l'as senti, ça? Je l'ai senti parce qu'on me l'a dit après le match. C'est comme j'ai vu une équipe naître hier, mais j'en ai vu tellement de ces grandes sœurs. Ce qui est sûr, c'est que je crois que l'histoire des 42, 28, 23, etc., on pouvait avoir quelques doutes sur les 42. C'est-à-dire, bon, les mecs, ils rentrent chez eux, ils reviennent. C'est compliqué, un truc. Moi, il y a un truc intuitivement, j'avais senti, c'est le premier week-end à Nice, quand les 14 sont rentrés chez eux, je me suis dit, là, il vaut mieux que tu sois dans les 28 qui sont allés à la montagne boire des bières en bouffant du fromage chaud. Parce que ça, c'est peut-être pas sur le terrain, mais t'as le temps. Il faut que tu occupes tes journées, tes soirées. Et on voyait bien, les mecs, ils y sont allés en plus après avoir joué contre France Militaire, ils étaient moulus. Et ça les a décontractés. Après, ils se sont retrouvés. Alors, ils ont fait des jeux de rôle, des choses comme ça, ils expliquaient. Mais toutes les équipes le font, ça. Alors, moi, je sais pas ce que c'est la différence. Si hier, ça s'était mal goupillé parce que Dupont s'est trompé d'une minute, on dirait on essaie toujours les mots français. Je sais pas quelle est la part de ça. Après, c'est toujours facile de dire oui, on a une bonne cohésion. Où je suis Willem C, c'est qu'il me disait, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme beaucoup de sélections. Mais on a tous donc une histoire on jeune. a un truc à construire ensemble. On a besoin des uns des autres. Et tout bêtement, moi je lui dis, mais t'as déjà gagné toi en équipe de France? Il me dit oui, l'année dernière 2 fois. Bon. Il disait voilà, on a besoin. Ça crée du lien, de la solidarité. Parce qu'on n'a pas des gars qui ont gagné beaucoup ou qui ont perdu beaucoup. On a vraiment la sensation qu'il y a une page qui s'est tournée après la Coupe du Monde et que là, il y en a vraiment une autre qui s'ouvre avec un nouveau groupe, de nouveaux joueurs et finalement peu d'anciens. Ce qui fait qu'effectivement, tous les joueurs sont dans le même objectif, c'est de porter cette équipe vers autre chose et puis surtout de se dire on est un peu liés les uns aux autres par rapport à ça. Ils ont personne à suivre en fait. Voilà, il faut qu'ils avancent Ils sont ensemble. pas trop emmerdés par le poids de l'histoire parce que vu les résultats des 10 dernières années, de toute façon, c'est pas qu'ils peuvent pas faire pire, mais ils sont pas. Après, il a fallu rassurer ces joueurs-là parce que Boutier qui débute à 27 ans en équipe de France. Lui-même, il doit pas savoir ce qu'il va faire, ce que ça peut donner sa performance. Aouas, pareil. Qui est un peu plus jeune, mais qui sort d'à peu près de nulle part pareil. Et ces gars-là, par contre, il a fallu, je pense... Il le dit Boutier hier, qu'ils ont été préparés mentalement. Il a fallu leur parler, leur dire, voilà, voici ça. Je crois qu'il y a un bon truc, mais là, c'est Ibanez et Galtier, ils ont à peu près 80 capitanats à 2, puis ils ont 2000 sélections. C'est qu'ils leur ont expliqué, mais sans dire, c'est pas le même rugby, mais c'est les mêmes événements. On va arriver au stade, il y aura ça, il y aura ci, il y aura truc. William Servat, il a 50 sélections, il me disait à Nice, je lui dis mais pourquoi vous faites ça? Il dit parce que le joueur, il peut pas avoir de surprise le jour du match en arrivant, c'est pas possible. Sur le terrain, oui. Ils ont refait par exemple mais une mise en place il dit c'est pas possible. Il dit sinon c'est source de stress, voilà. Donc ça a été beaucoup de travail. Alors après pour dire que c'est des frères qui sont amis à la vie à la mort. Non mais. Vous nous disiez, vous qui les suivez depuis un moment, que c'était pesant. L'atmosphère était pesante depuis quelques années. Là, mais ce qui est pesant, c'est pas l'atmosphère, c'est les défaites. Et surtout la façon... Enfin, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 mois, tout le monde pleurait parce qu'on s'est fait écraser d'un point contre les Gallois en quart de finale après avoir fait le meilleur match depuis des années. Enfin, je veux dire, on n'est pas embrassé non plus de rien à tout hier. Et c'est pas l'ambiance qui a fait perdre, je pense pas. À Utah. Non, c'est sûr, mais disons que l'ambiance ne contribue pas aux résultats, les résultats ne contribuent pas à l'ambiance, voilà. Et la manière dont des joueurs abordaient les rendez-vous équipe de France n'aidait pas. Là, de l'extérieur, on peut penser que c'est un gadget ce qu'ils ont mis en place, le staff, dans les rencontres avec les joueurs, dans cette espèce de contrat moral qu'ils ont passé avec eux durant le mois de décembre, janvier, là, avant les premiers rassemblements. Mais en fait, je pense que c'est un très bon moyen de cadrer les joueurs, de leur dire, voilà, on va faire ça, ça, ça. T'es d'accord? Si le joueur dit oui, ce oui, c'est pas un oui neutre, c'est un oui qui fait que derrière, il a une forme, lui-même, il se met face à une forme d'obligation morale, d'engagement. Il y a un contrat. Voilà. Et ça, je pense que ça a contribué à créer une dynamique qui fait que, effectivement, alors évidemment, tout ça est neuf, mais n'empêche que les dynamiques, il faut quand même les créer, et aujourd'hui, on peut juste constater qu'elle est créée.
Et voilà, c'est pour ça qu'on voit des joueurs qui acceptent, par exemple, de rentrer puis de revenir. On voit des joueurs qui s'engagent dans le projet. On voit des joueurs qui s'engagent en défense complètement et qui se jettent dans ce système avec vachement d'appétit. Tout ça, ça crée une énergie, je pense, et cette énergie, elle crée des résultats qui peut-être, elle a au moins créé un résultat qui peut-être suivi d'un autre, créera une nouvelle énergie. Parce que là, je pense qu'il se passe, cercle vertueux. Il se passe quand même quelque chose, parce que il y a 2 mois, tout le monde surroulait dans la jelly là, devant le niveau de l'Angleterre qui devait être champion du monde, qui avait écrabouillé les Blacks. Là, ils se font battre par Ratez et Boutier. Je lisais dans le papier que tu as fait sur l'équipe.fr, là, sur la revue de presse, Romain, j'ai lu l'Angleterre n'a pas cette vision qui paraît évidente dans les rangs français. Enfin, on croit rêver, là, ça s'est complètement inversé. C'est un retournement total du truc, et c'est ce qui est intéressant dans le sport et dans les dynamiques de groupe. Après, voilà, c'est vrai que ce qui s'est passé hier, il y a une forme de... Je ne parle pas de ce qui se passait sur le terrain, mais c'est miraculeux qu'une équipe de France avec 13 sélections de moyenne, des débutants sur le terrain, battent, en ayant mené 24-0, le vice-champion du monde qui a battu le All Black récemment, et qui est une équipe qui est installée, qui a 30 sélections de moyenne, qui a son coach depuis 5... En fait, c'est dingue, en fait. C'est dingue, mais... C'est comme ça, c'est les dynamiques de groupe, c'est le travail. Et là, je pense que les Anglais, il y a peut-être un truc, ils n'ont peut-être pas digéré cette finale de Coupe du Monde, ils sont peut-être pas réenclenchés, trouver le moyen de repartir, quoi. Pour l'instant, c'est peut-être encore trop frais. Parce que hier, ils étaient sous pression, mais ils étaient aussi un peu à côté de leur point. Ouais, puis ils ont une actualité locale qui est lourde avec les soucis autour des Saracens. Ce que dit dans la presse anglaise ce matin, ce que j'ai lu aussi, c'est que Eddie Jones est en contrat jusqu'en 2021. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Alors que bon, côté français, le discours, il est clair. C'est Saint-Denis 2023. Donc les Anglais, là-dessus, c'est vrai qu'ils ont... Bon, après, les joueurs, je pense que... Ils s'en remettront d'avoir perdu au Stade de France hier. Ils n'avaient pas l'air bien. On voyait Owen Farrell qui était complètement dépressif sur le terrain. Après, je suis pas très inquiet, les Anglais éliminés de leur Coupe du Monde en 2015, Grand Chelem 2016. Ouais. Donc, c'est l'histoire de ces dynamiques là. C'est l'histoire du sport et du rugby. Et les Anglais, je crois aussi qu'on sait les jouer. On a parlé de Gaël Fickou tout à l'heure. Gaël Fickou, il a battu 3 fois les Anglais dans le tournoi. T'aurais pas dit ça il y a un an quand même. Mais si, on les a battus en 2018, on les a battus en 2016, on les a battus en 2014 et on les a battus en amical. C'est l'équipe qu'on bat le plus dans le tournoi, à part l'Italie. On sait les gens, on se motive. On aurait joué contre les Gallois, on aurait peut-être perdu 25-24 en deuxième mi-temps. On ne saura jamais. Eddie Jones a bien fait monter la mayonnaise en plus, mais dans le mauvais sens pour lui, parce que ça s'est un peu retourné contre lui. Hier, les médias anglais n'avaient qu'une question, c'est pourquoi vous avez chauffé les Français comme ça en disant on va vous bouffer, ça va être violent en physique et tout ça. Et les médias anglais expliquaient cette défaite par le fait que les Anglais étaient remontés comme des pendules. Les Français, pardon, et que les Anglais étaient peut-être pas prêts à ça finalement. Enfin, c'était l'inverse qui s'était produit hier. Donc, moi, je me demandais si Eddie Jones, il ne surjouait pas un petit peu parce qu'il sait que son équipe est un peu au fond du... Là, ça s'est retourné contre lui. Il adore ces petites phrases-là, les semaines de match. Enfin, on le connaît depuis longtemps. Il peut ouvertement dire l'inverse de ce qu'il pense en conférence de presse. Enfin, on connaît le personnage. Mais sauf que là, sur l'approche du match et sur le petit jeu des petites phrases, il s'est planté. Donc voilà, non seulement il a dû remotiver un peu les Français. Enfin, c'est François Cros qui le disait hier. Nous, effectivement, ça nous a un peu piqué. Et surtout, les Anglais n'étaient pas prêts finalement à ça parce qu'ils ont été soit surpris par la défense et la suragressivité française et que le temps qu'ils se réveillent, il y avait 24-0 et parce qu'en plus les Français avaient tout pour eux et ont été super réalistes jusqu'à cette 55e minute. Donc sur cet aspect-là, préparation et approche mentale du match, il a eu tout faux. En plus, il a annoncé avant qu'il allait avoir la meilleure équipe du monde de toute l'histoire du rugby qui allait... Mais il était ivre cette semaine ou je sais pas. Son ivresse peut durer plusieurs jours. Je sais pas. Parce qu'en plus d'être très supportable cette semaine, je me disais, il est ivre, quoi. Il a marché mais du coup, je pense que le personnage va peut-être atteindre ses limites et que ce serait bien. La patience en Angleterre va peut-être pas être éternelle vis-à-vis de lui. Donc, mais on sait quelle cravate et quelle chaussette il avait prévu aujourd'hui ou pas? Non. Après une défaite, je sais pas. D'accord. Ça, je sais pas. Il va y avoir un nez Dixit. J'y crois pas comme ça, pas si vite. Enfin, il a 2 défaites d'affilée, attention. On sera en France, c'est la crise là.
faut pas. Il a quand même amené les Anglais loin dans la performance. Et peut-être que là, de toute façon, c'est une situation compliquée à gérer pour n'importe quel sélectionneur, une post-défaite en finale de Coupe du Monde. Mais est-ce qu'il a déjà eu une sélection en plus de 4 ans, Eddie Jones ? Je crois pas. C'est-à-dire que sur des cycles un peu plus longs comme ça... Ça t'amuse de poser des cols comme ça ? Non. Non. Ouais, et puis quand tu perds un final, il faut que tu attendes 4 ans de plus pour rattraper. Ouais. Tu peux faire tous les grands chelems. Et avec sa méthode à lui qui est quand même très spéciale, en termes de management, il est quand même assez déroutant, on va dire, pour les joueurs. Est-ce que ça peut durer 8 ans avec les Japonais, ils ont fini, ils étaient contents qu'ils partent. Donc, est-ce que les Anglais vont pouvoir partir 4 ans avec lui, même s'il leur promet des flèches du temps et des grandes fresques sur les murs jusqu'à Saint-Denis 2023 ? Je suis pas sûr que ça tienne jusque-là. Non, ça, c'est les nôtres qui nous promettent les flèches du temps. Oui, mais ça vient de l'idiote. Les couloirs du temps. Les couloirs du temps nous amènent à la fin de l'émission. Merci, messieurs. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Arnaud Requena, Romain Bergogne. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir. Laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.